Donc bonjour à tous, merci d'être là ce soir si nombreux. Donc comme présenté en intro, moi, je parlais du machine learning en général et aussi la spécificité de l'automatisation de ce process. Donc déjà, qui je suis? Moi je suis ingénieur en info et maths de formation. Je suis donc data scientist de métier et j'ai comme particularité en fait d'avoir fait beaucoup de compétitions de machine learning. Donc il y a différentes plateformes qui existent, que vous connaissez peut-être, comme datascience.net qui est la référence française et Kaggle qui est la référence mondiale sur ces compètes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le concept très rapidement, c'est vous êtes une boîte, vous avez un problème, vous avez des datas. Au lieu de le faire en interne, vous mettez les données à disposition sur ces plateformes-là. Il y a des challengers qui vont essayer d'obtenir les meilleurs modèles prédictifs sur ces use cases, moyennant on va dire entre 10 000 et 100 000 $ de récompense pour les meilleurs. Donc ça a un certain coût. Sauf qu'en échange, vous avez des centaines ou des milliers de personnes qui vont bosser sur votre sujet. Donc là, quand on met à la balance, c'est pas forcément très cher. Plus récemment, j'ai fini deuxième au challenge de meilleur data scientist de France. Donc il y en a peut-être parmi vous dans la salle qui était à la compétition. C'était un event sur 2 heures à Station F où c'est pareil, on avait un sujet à craquer, faire le meilleur modèle possible en un temps très limité. Et donc je l'ai fait avec Prévision. Donc, on va voir après exactement ce que ça fait. Et donc ouais, j'ai cofondé Prévision.io il y a 2 ans maintenant avec certains de mes associés. Donc on a lancé la startup fin septembre 2016 pour être exact. On est 17, c'est faux, on est 18, on a quelqu'un qui s'en il n'y a pas longtemps, donc on a une croissance très forte. On était 6 l'été dernier. En fait, on a fait une levée de fonds d'1,5 million d'euros auprès de Innov, qui gère en fait une partie des fonds de SNCF. Traduction, SNCF a investi chez nous. On a du coup grossi suite à ça, on a embauché plein de commerciaux, plein de data scientists, des gens du marketing, et ça continue. Et petit point sympa aussi, on est dans l'iFactory, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'incubateur à start-up de Microsoft dans l'intelligence artificielle. Donc ils sourcent des startups, on va dire, prometteuses en France, et on en fait partie. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler vite fait du contexte, comprendre pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait que la data science, machine learning, l'IA, tout le monde en parle et pourquoi c'est cool en ce moment. Donc détailler ensuite vraiment quand même qu'est-ce que c'est le machine learning, parce que c'est pareil, beaucoup de gens en parlent, et mine de rien, peu de gens savent ce que c'est et ce que ça implique. Après on va voir juste dans la pratique comment ça fonctionne pour les futurs data scientists. Donc j'ai compris, il y a des gens parmi vous qui sont en train de se former, donc quel va être votre métier plus tard, et aussi pour comprendre qu'est-ce qui est automatisé aujourd'hui dans cette approche et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite je vous proposerai une petite démo de l'outil et des questions si vous en avez. Donc le contexte. Très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien d'Internet, ça je vous passe rapidos le pitch. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la croissance en fait. On va dire en une vingtaine d'années, on est passé de rien à 1 milliard de sites. On est passé de Google, créé presque aux années 2000, aujourd'hui ça gère des milliards de requêtes par jour. Il y a des volumétries qui sont monstrueuses, Facebook, donc là je crois qu'ils sont à 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. En 10 ans, quand même c'est pas mal, un tiers de la planète qui tournent sur leur réseau, et pareil chez Twitter, c'est des centaines de millions chaque jour de tweets qui sont balancés. Donc on est dans une ère big data, donc ça c'est le contexte niveau des data. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le stockage en fait de ces données-là, pourquoi on est dans ce contexte? Parce qu'en fait ça coûte plus rien. À la belle époque, dans les années 50-60, on stockait les données sur des super cartes perforées, donc traduction, on stockait vraiment rien comme info, ça coûtait très très cher. Aujourd'hui, le prix du giga, voilà, on est autour de 2 centimes, bon, un peu moins en 2018. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cerveau humain, on estime que ça peut stocker 2,5 pétas de données. Donc ça veut dire que votre cerveau seul, si c'était que du stockage, il vaudrait 50 000 $. C'est pas beaucoup hein, quand même. En vrai, un cerveau, ça fait aussi des calculs. C'est un peu plus valuable que du stockage. Mais vraiment pour dire stocker beaucoup de données, ça vaut rien. Et en parallèle, depuis les années 70, les puissances de calcul, donc c'est la vitesse à laquelle les processeurs permettent de faire des opérations élémentaires, a augmenté. Donc généralement d'un facteur 10 toutes les décennies. Ce qu'on voit depuis les années 2000, c'est qu'en fait la croissance pure de performance est ralentie, mais paradoxalement, en fait, on va augmenter le nombre de cœurs, le nombre d'unités de calcul par processeur. Du coup, on va paralléliser en fait tous les calculs, et ce qui est extrêmement vrai sur les cartes graphiques. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler dans le contexte surtout du deep learning qui aime beaucoup les cartes graphiques. Ça marche très bien parce qu'on parallélise énormément de calculs en même temps. Donc bref. Plein de data, ça coûte rien à stocker, on a plein de puissance de calcul. Donc on est plutôt quand même dans un mood qui permet justement de se mettre sur ces thématiques-là. Donc il y a plein de mots plus ou moins sexy que vous avez sûrement entendu qui permettent de détailler ça. Big data, smart data, data mining plutôt dans les années 90-2000, data science aujourd'hui. C'est un peu, honnêtement, c'est un peu un rebranding, mais pas que, il y a des compétences nouvelles qui viennent dedans. Et typiquement, le machine learning, on n'en faisait pas tant que ça à l'époque.
L'IA, c'est clairement le buzzword qui encapsule 90% de machine learning. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre dans l'IA qui n'est pas du machine learning aujourd'hui en tout cas, même si la promesse d'une intelligence artificielle forte, où on a les super robots dans Terminator qui font des trucs pas cool, c'est vachement loin. Aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. La pratique de l'intelligence artificielle, c'est machine learning, chatbot, et voilà où on en est. Du coup, qu'est-ce que c'est quand même pour de vrai le machine learning? Donc déjà, ce que je disais, c'est une des branches de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment une thématique qui est à mi-chemin en fait entre l'info, les stats et les maths. Donc, machine learning, moi sur ce graphique que j'aime bien, on le met ici, c'est vraiment des gens qui font des stats appliquées sur des belles données. Un petit point intéressant avec ce chart qui est assez marrant, c'est cette zone là qu'on appelle dangerous software. C'est pas du tout un truc à faire péter des centrales nucléaires, c'est juste des gens qui font des sujets orientés data, qui ont de l'expertise métier, mais qui n'ont aucune connaissance en stats et en maths. Donc ces gens-là, et il y en a plein en entreprise, ils regardent les données, ils font un peu d'analytics, mais sans background, on va dire, solide, et du coup, ils vont tirer des conclusions. Et des conclusions qui sont souvent un peu dangereuses. C'est ça, le dangerous software. C'est vraiment ça. C'est qu'après, ils vont guider la stratégie de l'entreprise basée sur des décisions qui n'ont pas trop de backup. Et normalement, justement, les gens qui ont ces compétences-là, eh ben, ils font amener ça dans le domaine de la data science, et eux sont censés avoir la crédibilité et les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, la data science, c'est une globalité qui inclut du machine learning. Un data scientist qui ne sait pas faire de machine learning, il aura peut-être un problème. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur le marché qui s'appellent data scientists et qui ne font pas du tout de machine learning et qui ne connaissent pas. C'est vraiment cette notion un peu de rebranding qui existe entre les anciens data miners, les gens qui font de la BI, que j'en ai fait avant chez EDF, donc je vois très bien de quoi ça parle. Il faut faire attention en fait à ce qu'on appelle data scientist aujourd'hui, entre les gens qui le revendiquent d'une manière générale et les gens qui peuvent avoir des compétences pointues, soit de recherche, soit de ML, ou ainsi de suite. Du coup, donc là j'ai défini où est-ce que c'était, mais j'ai pas dit ce que c'est et comment ça marche. L'idée quand on fait du machine learning en français ça se dit apprentissage automatique si je dis pas de bêtises, c'est vraiment concevoir une machine au sens large, c'est un programme informatique qui résout des tâches extrêmement complexes qu'on ne peut pas résoudre de manière analytique et déterministe. Je prends un exemple et je reviendrai après dessus, par exemple quand on joue aux échecs, ou au Go, en détail, il y a énormément de combinaisons possibles et du coup écrire un programme d'expert qui dit si j'ai un cavalier en E5 et un pion en ci et un pion en ça, il y a énormément de combinatoires, c'est pas humainement possible. Et donc l'idée c'est quoi en fait? C'est de faire de l'apprentissage, donc c'est d'avoir des données qui explicitent un phénomène qu'on va donner à la machine. Et l'intérêt en fait, cette machine, c'est elle qui crée le programme. C'est-à-dire qu'avant on était dans une phase où on avait des experts qui, avec des données, mettaient en place souvent des règles. Je vais prendre un exemple par exemple de churn, donc c'est détecter mes clients qui partent à la concurrence, un cas extrêmement classique dans le machine learning. Historiquement, on peut se dire tous les CSP+, qui ont moins de 25 ans, ils vont partir l'année prochaine chez le concurrent en téléphonie. Parce que voilà, il y a une énorme volatilité là-dessus. Ça, c'est vraiment fait par expertise métier et implémenté. Quand on implémente ce genre de règles, on passe à côté d'énormément de choses, mais énormément. Alors que quand on dit à la machine, voilà mes données, voilà j'ai les CSP des gens, j'ai leurs revenus, j'ai leur âge, j'ai leur habitude de consommation, ainsi de suite. Et j'ai, si effectivement dans le passé ils sont oui ou non sortis, donc si oui ils sont partis à la concurrence ou pas, tu dis à la machine, fais ton travail et trouve-moi les relations qui font que les futurs clients vont partir ou pas. Et c'est ça qui aboutit à un programme, un modèle en fait en machine learning, mais qui est conçu par des algorithmes. C'est là la vraie gymnastique, c'est avant c'était fait par des humains avec des règles déterministes métiers, et maintenant l'approche machine learning c'est fait par des algorithmes. Donc je vais peut-être donner quelques cas d'exemple pour bien expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et quels sont les acteurs qui font ce type de use case. Alors je vais prendre le premier extrêmement classique et là qui existe depuis une vingtaine d'années, classification de spam. Bon, je vais y aller franco, j'ai fait à mon commercial il n'y a pas longtemps, mais quand on reçoit un super mail qui parle de Viagra par exemple dans sa boîte mail, eh ben, c'est probablement un spam qui nous est adressé, au moins qu'on soit consommateur, mais l'idée en fait c'est que ça arrive directement dans cette catégorie et pas dans la boîte de réception classique. Comment on fait ça? En fait, c'est vous qui avez permis au système d'être intelligent. C'est vous qui avez dit ce mail est un spam, ce mail est un spam. Et à l'inverse, ma facture EDF qui est arrivée en spam, elle s'en était pas un. Donc en fait, vous avez permis à ces acteurs-là, donc Google, Yahoo à l'époque et Outlook de Microsoft par exemple, en fait, à créer un modèle qui dit en fonction du mail, de qui vous êtes, de quoi le mail parle,
est-ce que c'est un spam ou pas? Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Généralement, quand même, c'est vachement bien filtré. Autre exemple, un peu plus d'actualité, qui sera pour le coup aussi un peu plus dans le futur, la voiture autonome. Donc ça, on en parle beaucoup, ça affole les assureurs, les juristes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe quand la voiture, elle va dans le mur et que c'est le programme qui a pris la décision? Est-ce que c'est le conducteur qui est responsable ou pas? Le jour où la voiture a un accident et qu'elle a, par exemple, qu'elle blesse un tiers, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il y a énormément de sujets sociétaux qui sont autour de ça. Moi, je vais plutôt me focus sur la technique. Hein. Donc aujourd'hui, c'est des acteurs, il y a des Google Cars, il y a Tesla, Uber, il y a aussi Apple un peu, qui fait ce type de cas d'usage. Il y a aussi des acteurs historiques, on va dire, de l'automobile, hein. Renault, Peugeot bossent dessus. Mais d'un point de vue techno, c'est vrai que c'est pas eux qui communiquent le plus. Ils font vraiment ça un peu en mode underground, comme les batteries. Donc, c'est des sujets vraiment de pointe et qui sont en phase expérimentale. Vous l'entendez peut-être, hein, il y a quelques voitures qui circulent par-ci par-là, mais ça reste quand même vraiment du compte-gouttes. Il y a quelques accidents qui sont un peu tristes. Des fois, il y a la lumière qui se reflète sur un panneau et du coup, le capteur ne voit pas ce qu'il y a devant. Bon, bah, ça arrive. Il y a encore des choses à mettre en point, mais c'est quand même extrêmement prometteur. Enfin, je pense, Paris, tout le monde n'a pas une voiture, mais parmi tous les gens qui ont une voiture, quand même, la promesse de se dire je peux me déplacer d'un point A à un point B sans aucune action, moi je trouve ça super stylé d'un point de vue technologique quand même. On libère les gens de quelque chose. Alors là pour le coup Uber c'est assez marrant parce qu'eux ils vont même se libérer de leur propre chauffeur. Donc là on arrive aussi à une économie qui va être chamboulée. Le jour où il y a ça, vraiment il n'y a plus de taxi quoi. J'appelle ma voiture sur mon smartphone, je monte dedans, elle va à l'endroit où je veux et c'est fini. Donc c'est vraiment intéressant et technologiquement très complexe. Moins complexe et plus historique, les systèmes de recommandation. Donc pour ceux d'entre vous qui ont Netflix, donc une plateforme qui permet de regarder des séries entre autres, à la fin d'une série, Netflix va vous dire « Hey, pourquoi vous ne regarderez pas Casa de Papel si vous avez regardé, je sais pas, Prison Break avant ?» Et en fait, ils vont essayer de vous pousser du contenu qui vous plaît. Et ça marche assez bien, même s'il y a des bêtises, mais c'est quand même leur corps modèle, hein, c'est de faire consommer à fond de la vidéo en utilisant vraiment leur algorithme derrière. Et il y a un point qui est très marrant, c'est que Netflix, en fait, c'est la première boîte qui a eu l'idée des challenges. Eux, ils avaient leur algorithme en propre qui donnait un niveau de performance et ils ont dit à des gens, on met $1 million sur la table, ce qui est loin d'être négligeable quand même, et essayez de battre notre performance. En échange, évidemment, vous nous donnez toutes vos démarches pour qu'on puisse améliorer notre moteur. Il y a des gens, effectivement, il y en a plein pour le coup, qui ont battu leur algo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur d'entre eux, il avait un stack algorithmique tellement complexe que Netflix n'a pas pu l'implémenter en production. C'est-à-dire qu'ils ont payé $1 million, donc pour prendre des idées cool, mais le stack qui a été livré n'était pas implémentable car trop complexe. Et ça, on va y revenir après sur justement le passage en production des algorithmes. C'est quelque chose de pas si facile que ça. Et tant qu'un algo n'est pas en prod, ça veut dire qu'on ne peut pas lui demander de prédire. Il n'y a aucune business value pour le métier. Autre cas, et là, il y a un truc assez intéressant. Bon, enfin, le cas, c'est assez simple. Hein, c'est vous êtes à la poste, des lettres arrivent. Pareil, à la belle époque des cartes perforées, il y avait des postiers qui mettaient les lettres dans des boîtes en fonction des départements. Et ensuite, c'était redispatché. Aujourd'hui, c'est des lecteurs optiques qui traitent de tout ça. Donc, en gros, ils voient des choses écrites de ce genre et ils mettent un chiffre numérique en face. Bon, c'est assez facile, sauf quand même pour certains cas, on voit là, il y a un 7 qui ressemble vite fait à un 1. Il y a des 4, on pourrait dire que c'est des 9, des 8, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est assez simple en globalité, mais sur le détail, il y a quand même des taux d'erreur. Mais il y a un truc super intéressant sur ce cas d'usage-là, c'est que depuis 2014, les algorithmes ont une performance supra-humaine. C'est-à-dire qu'ils font moins d'erreurs qu'un humain en moyenne sur ce type de tâches. Traduction, il n'y a aucun intérêt, même si l'humain était gratuit, qu'on en avait à profusion, à faire travailler des humains là-dessus parce qu'ils se plantent plus que des machines. Bon, là on disrupte un peu le postier. C'est pas, on va dire, c'est pas forcément le métier avec le plus de compétences. Et je dis ça parce que juste après, on va parler de médecine. Et là, dans la médecine, a priori, un médecin qui va être cancérologue, c'est un mec qui a un bac plus 11, généralement qui a une bonne bouteille, hein, quand on lui demande si on a un cancer ou pas. Donc cette personne regarde des images, des IRM, des scanners et met un diagnostic. Il y a eu, c'est pareil, il y a moins d'un mois, une compète en Chine où il y avait un algorithme qui devait détecter si on avait des tumeurs ou pas dans un poumon versus un consortium de 60 médecins. Ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, le consortium avec la même performance que l'algorithme. Donc ça veut dire que déjà, on arrive à mimiquer une performance humaine de gens qui ont des bacs plus 11 et où on n'a quand même pas des masses sur Terre. Et au niveau individuel, chaque médecin était moins bon que l'algo. Et généralement, quand vous consultez un médecin, vous consultez un médecin.
Il arrive que quand il a un doute, il va voir un confrère, mais généralement c'est quand même un professionnel qui vous donne un avis. Et là on est en train de se dire, il y a des algos aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est assez récent, et qui permettent de commencer à discuter le domaine médical, qui est un domaine quand même a priori très difficile d'accès. Et l'impact il est majeur, hein. Je veux dire, si je vous annonce que vous avez un cancer alors que vous n'en avez pas, c'est triste parce que vous allez vous sentir pas bien et peut-être en développer, en faire une dépression. À l'inverse, si je vous dis que vous êtes sain et que vous avez un cancer, vous allez peut-être mourir. Donc là, on est sur des enjeux aussi sociétaux extrêmement forts et qui sont aujourd'hui vraiment attaquables par la techno. Dernier exemple un peu plus sympa, on reconnaît des chiens, des chats, des plantes. C'est des choses qui se font très bien et en fait, ce qui est assez fun, c'est que, bon, sans surprise, tout le monde sait que ça c'est un chat et que ça c'est un chien. Mais ce que va vous dire l'algo, c'est que ça c'est un Cyanus, Chinus, je sais pas quoi, et que ça c'est un bâtard entre deux races. En fait, il va avoir un niveau de discernement qui est extrêmement fin, là où il faudrait un spécialiste des chiens, un cynologue, je ne sais pas, peut-être un spécialiste des chats pour dire quelle espèce c'est. Donc on est sur des niveaux de détail extrêmement fins, et ça marche très très bien sur ce type d'application. Donc bref, tout ça pour dire que des cas d'usage, il y en a vraiment pléthore, il y en a pour toutes les industries. Si je peux détailler, je parlais du churn tout à l'heure, donc a priori toutes les boîtes qui ont des clients qui partent à la concurrence peuvent être intéressées pour les détecter. On peut traiter des sujets de prévision de consommation électrique, donc ça peut intéresser les producteurs d'énergie, ça peut aussi intéresser les grands groupes qui consomment de l'énergie, peut-être pour ajuster leur budget en face. On peut faire de la détection de fraude, on peut détecter les gens qui vont peut-être pas payer leur prêt, ou faire un score d'octroi, chose que font déjà les banques depuis assez longtemps. Quand vous allez voir une banque et vous dites je veux 100 000 € de prêt si j'ai un SMIC, ça va être compliqué. Si on a 5 000 € net par mois, ils vont vous dire ok monsieur, il n'y a pas de problème. Donc plein de cas d'usage. Et ce qui est aussi plutôt cool, c'est qu'on a l'impression que c'est très récent. On se dit, le machine learning, on en parle depuis 2-3 ans vraiment à fond. La réalité, c'est que c'est un concept qui a été formulé en 1950 par un mec qui s'appelle Alan Turing, et il y a un très bon film sur lui qui est sorti. Donc il a conceptualisé ce qu'on appelle le test de Turing. C'est un test dans lequel un humain parle avec quelque chose, il dialogue avec, et il doit pouvoir discerner si oui ou non c'est un humain ou pas avec qui il dialogue. Au moment où il ne discerne plus cette chose, ça veut dire que la chose a passé le test. Et qu'en gros, on est sur une intelligence artificielle forte. On n'arrive plus à distinguer au final la machine de l'humain. Donc ça, c'est un demi-siècle. Et le premier réseau de neurones, alors tout le monde s'extasie sur ce genre de techno, ça a aussi un demi-siècle. Il n'y a rien de récent là-dessus. Ce qui est récent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les puissances de calcul qui ont augmenté depuis les années 90 et qui ont permis des choses vraiment exceptionnelles d'un point de vue algorithmique. Ça a commencé par IBM qui a fait avec Watson à l'époque, Deep Blue, excusez-moi, qui a battu Kasparov aux échecs. Donc Kasparov, c'était un vrai champion des échecs. Alors, j'ai plus les combinatoires en tête, mais c'est ce que je disais, il y a énormément de coups possibles aux échecs et c'est impossible de coder de manière déterministe tout ce qui peut se passer. Donc là, il y avait déjà un premier enjeu sympa. Ça a été confirmé par Watson à Jeopardy. Donc Jeopardy, c'est un jeu de questions-réponses, mais dans l'autre sens. Ça vous donne des réponses, il faut deviner les questions. Et donc sur le plateau, c'était marrant, il y avait 3 mecs et une machine. Et la machine donnait la bonne réponse avant les gens. C'était assez rigolo. Et le dernier, je pense que vous avez peut-être tous suivi dans la salle, donc c'était AlphaGo, donc c'est Google DeepMind, qui est une filiale de Google, qui a fait un soft qui a battu Lee Sedol, qui est un grand champion du Go. Et alors, c'est pareil, j'ai plus les métriques en tête, je les ai notées sur mes slides, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Go, c'est 10 puissance 170 combinaisons possibles. Donc un 1 avec 170 zéros derrière de combinaisons possibles, ce qui est complètement débile comme chiffre, et que le nombre d'atomes dans l'univers, c'est seulement 10 puissance 50. Donc le nombre d'atomes dans l'univers est extrêmement faible, il est ridiculement faible comparé aux possibilités de jeu dans le Go. Et pourtant, il y a un soft qui a réussi à le faire, et qui a battu un grand maître dans la discipline. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même sur la combinatoire, le fait d'avoir approximé tous ces cas possibles avec des modèles. Alors évidemment, Google, ils ont mis les moyens derrière, c'est des dizaines de milliers de cœurs qu'on tournait pendant des semaines et qu'on bouffait du kilowattheure d'énergie à plus savoir que faire, donc c'est un coût extrêmement élevé, mais la prouesse techno quand même, elle est là. Et c'était déjà il y a 2 ans, mine de rien, ça avance. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, depuis les années 2010, il y a un regain extrêmement massif, et notamment des entreprises, parce que les datas sont là. Il y a Internet, on commence à collecter, les entreprises sont passées un peu sur l'approche data-driven, ils collectent les data avec les approches big data sur Hadoop et tout ça. Les puissances de calcul sont là, et aussi il y a des enjeux financiers qui se dessinent. C'est-à-dire que des fois on collecte la data sans trop savoir quoi faire, et au final quand on voit que des use cases comme la détection de fraude, comme le churn, comme ainsi de suite,
ça rapporte vite fait quelques millions d'euros, bah, on peut investir sur les data scientists pour résoudre. C'est vraiment une logique d'un point de vue entreprise, purement économique. Alors, on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Quand on fait du machine learning, on va dire qu'il y a deux grandes familles de types de cas d'usage. Ce qu'on appelle le supervisé. Donc le supervisé, c'est quoi? C'est quand on a une cible, quand on sait ce qu'on va prédire. Je prends un exemple. Donc voilà, je veux prédire si mon client paye ou pas sa facture. Bah, en face de chaque facture, j'ai oui ou non s'il a payé dans le passé. Je sais si mon client a payé ou pas, a priori. Et du coup, ça permet de faire des prédictions. Ça va vous permettre de dire, dans le futur, voilà les infos de mon client, est-ce qu'il va payer ou pas sa facture? Donc s'il paye, très bien. S'il ne paye pas, bon, bah là j'enclenche les process de recouvrement classiques, coup de téléphone, lettre recommandée, ainsi de suite. Et ça permet au moins d'accélérer le process. A l'inverse, on appelle l'apprentissage non supervisé quand il n'y a pas de cible à prédire. Donc là, ça veut dire j'ai des datas, mais je ne veux pas prédire ce phénomène. Et donc en fait, ce type de use case permet en fait de trouver des structures cachées dans les données. C'est souvent ce qu'on appelle le clustering. Donc c'est, je fais une segmentation, j'ai des clients qui ont des comportements, je ne sais pas trop, et j'ai envie de faire des poches qui regroupent mes clients entre eux. Donc c'est exactement ce type de use case. Les points, c'est des clients, et j'ai envie de faire des poches qui les regroupent de manière homogène. Là où plutôt le supervisé, ça va être, j'ai des croix et j'ai des ronds, et je veux arriver à les séparer. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes familles, et évidemment, il y en a une qui est un peu bâtarde entre les deux, où on a un bout de l'échantillon qui est labellisé. Donc on sait si le client il a payé sa facture ou pas pour 100 000 personnes, et pour les 10 000 d'après, je ne sais pas trop. Dans la réalité aujourd'hui, 80% facilement des cas d'usage sont orientés supervisés parce qu'on est capable de prédire derrière. Et la valeur, elle est souvent là, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer si. Il y a quand même un peu de non supervisé, notamment sur tous les sujets de segmentation en entreprise, pour comprendre des phénomènes, mais pas pour agir par-dessus. Du coup, dans la pratique, comment ça fonctionne? Bon, déjà, on définit un cas d'usage. Qu'est-ce que, monsieur le métier, vous souhaitez faire? Très bien, on va valider que c'est faisable avec la CNIL. Super important, il y a plein de cas d'usage qui peuvent traverser la tête de vos métiers clients commanditaires. Je ne sais pas forcément comment ça s'appelle, mais il y en a plein qui ne sont pas légaux. Je prends un exemple, par exemple, en France, c'est interdit de faire des stats raciales. Voilà, donc si un jour on vous dit j'ai des données déjà qui ne doivent pas être stockées, mais ethniques, et qu'ensuite on vous demande de faire des choses par-dessus, hold on, ne pas le faire. De manière plus pragmatique, avec la GDPR, vous devez avoir l'accord de la personne que vous analysez pour faire des traitements sur ces données. Est-ce que je prédis à 10% d'erreur, à 90% d'erreur? Qu'est-ce qu'on appelle justement le pourcentage d'erreur? Est-ce que c'est juste un taux d'erreur en pourcentage, un écart en valeur absolue, un écart en probabilité? Il y a plein de moyens en machine learning, et là je ne vais pas forcément détailler, mais de mesurer en fait ce qu'on est en train de faire. Et ça, il faut vraiment le définir, le faire valider par son commanditaire, et ensuite on s'y tient. C'est super important parce que si on ne s'y tient pas, les projets ils divergent, ils itèrent et après on ne voit jamais le bout. Donc vraiment on cadre beaucoup en avance, et il y a un truc génial qui s'appelle le Machine Learning Canvas, c'est ce document. Vous tapez le Machine Learning Canvas sur internet, vous le trouvez direct. C'est un petit A4, et en fait qui va mettre toutes les étapes, donc qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est quoi le type de tâche de machine learning, où sont mes sources de données, qui collecte, quelles sont les variables que j'utilise. Donc tout sur un petit A4, on remplit, on dit au métier, on est bien d'accord, c'est bien ça qu'on veut faire. Généralement oui, il met son coup de tampon, et au moins, en cas de problème, ça peut permettre de rediscuter derrière. Mais c'est vraiment en fait une feuille de cadrage qui tient sur un A4 et qui est vraiment pratique, en tout cas que l'on utilise beaucoup chez Prévision. Donc, là on a parlé essentiellement du début. Maintenant qu'on a cadré notre projet, on va donc commencer par récupérer nos données. Donc ces données-là, elles sont stockées souvent chez le client. Il y a une phase d'acquisition, donc je vais revenir après sur les étapes qui sont effectuées, donc où on va vraiment récupérer les datas, faire ses jointures, ainsi de suite. Une fois qu'on a bien les datas, on va les nettoyer, gérer les différents formats de dates, gérer les données manquantes, enfin vraiment commencer à faire ce travail de data engineering qui est très bien maîtrisé normalement par les gens qui font de la BI. Les gens qui font de la BI, ils font ça fait 30 ans qu'ils font ça, ils sont censés vraiment avoir ce type de compétences. Ensuite, vient là ce qui nous intéresse un peu plus, la modélisation. C'est ok, j'ai mes données, je sais ce que je dois prédire, comment je fais? J'utilise quoi comme algo? Comment je valide ma performance? Et là, en fait, c'est vraiment le job du data scientist, normalement, d'aller un peu triturer les différents algos du marché ou essayer d'autres approches et de regarder comment ça se comporte. Donc là, il y a vraiment une boucle itérative, souvent très longue, et qui aboutit normalement à un passage en production, en fait, au déploiement du modèle.
La réalité aujourd'hui, de nous, de ce qu'on constate sur le marché, c'est que 95% des projets s'arrêtent là. Les data labs, souvent qui bossent là-dessus, ou les pôles de R&D, ça dépend des boîtes, ils arrivent à un modèle, ils disent regardez monsieur le métier, voilà mes métriques, le métier est souvent satisfait de ce qui est fait, et après ils vont revoir l'IT, ils disent voilà mon modèle, est-ce qu'on peut le mettre vraiment en prod pour que tout le monde puisse l'interroger? Et là ça ne marche pas très bien, pour une raison essentielle, c'est que les gens qui travaillent sur cette partie-là ne sont pas les mêmes que ceux qui travaillent sur cette partie-là, ne parlent pas les mêmes langages, n'ont pas du tout les mêmes profils, et au final quand on passe pas le modèle en production, ça ne sert à rien, parce qu'on a juste fait une étude, et les gens ne peuvent pas utiliser derrière la décision, et du coup ne peuvent pas prendre d'action. C'est un peu dommage, c'est très dommage. Donc, pour détailler, parce que je suis passé un peu vite sur les étapes, là, je vais vous parler du pré-processing, donc c'est ce que je disais. Quand on pré-processe ces données, déjà on extrait. Donc on fait des requêtes par exemple SQL si on est sur des bases SQL, en legacy. On peut faire des requêtes dans Hive si on est sur des plateformes plutôt Big Data orientées Hadoop, ainsi de suite. On extrait vraiment toute la masse de données qu'on a besoin. On va commencer à faire le nettoyage et les jointures. Typiquement, si on a, je sais pas, une base client, une base de vente, j'ai peut-être envie de connaître les ventes par client, donc je vais joindre mes données. Encore une fois, ça c'est des gens, la BI fait ça avec des ETL extrêmement bien, il n'y a aucun souci. Ensuite vient déjà une étape qu'on appelle le feature engineering, donc là c'est comment je travaille sur mes variables pour par exemple créer des nouvelles variables, par exemple faire des agrégations, quel est le panier moyen de ce client, quel a été le panier maximum de ce client, le panier minimum, ça peut donner des infos sur le comportement de l'utilisateur. On va gérer les variables catégorielles, par exemple, si je veux prédire, je ne sais pas, que j'ai comme variable le type de produit, un sac à main, un rouge à lèvres ou un parfum, la machine a un peu de mal à modéliser ces données-là. Les données numériques, c'est extrêmement simple, c'est des chiffres, donc les maths savent gérer les chiffres, les maths ne savent pas gérer sac à main, rouge à lèvres et parfum. Donc il y a des techniques qui permettent de transformer ces variables en chiffres, mais je ne reviendrai pas dessus. Il faut gérer les données manquantes, évidemment, hein, quand il y a des données qui manquent, qu'est-ce qu'on fait? Mettre les datas sous forme tabulaire. Ensuite, et là ça commence à faire peur, il y a plein d'algos qui existent sur le marché, et je remercie SAS pour cette cheat sheet. Le deal, c'est quand on est data scientist et qu'on a ces datas qui ont été pré-traitées, on doit chercher le bon algo qui correspond à notre bonne problématique. Donc c'est un peu schématique, mais l'idée c'est, voilà, je commence là, soit déjà je fais du non supervisé en clustering ou du supervisé, en classif ou en régression. Donc en fonction de ce que je veux faire, je vais m'orienter plutôt dans certaines cases. Ensuite, dans chacune de ces cases, on voit qu'il y a plein d'algos qui existent. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec leur split, mais l'idée c'est ça, il y a plein d'algos qui existent, il faut bien les tester, donc déjà il faut les connaître. Il faut connaître leurs prérequis, parce que chacun de ces algos-là n'a pas les mêmes prérequis que les autres. Il faut savoir les évaluer, il faut savoir les implémenter, et faire tout ça, quand on a 10 algos à tester, chacun avec des hyperparamètres différents, ça prend un temps fou. 6 mois, 8 mois, avec votre data scientist qui coûte un certain prix. Donc en fait, il y a une grosse perte de temps sur la recherche du bon algo qui fit au bon problème. Mais le but du jeu, c'est quand même de le trouver, sinon il n'y a pas forcément de valeur. Une fois qu'on l'a trouvé, donc je récap le workflow global, hein, c'est quoi? C'est j'avais des données historiques qui ont été traitées, enrichies, ainsi de suite. Je fais des modèles. Mes modèles, ils sont normalement stockés et passés en production. Ensuite, j'ai des nouvelles données qui arrivent. Du coup, j'ai des prévisions qui sont faites. Est-ce que mon client va payer ou pas sa facture? Et en fonction de ces prévisions, évidemment, je prends des actions. Super important, et c'est pareil qu'en BI, hein, souvent les gens ils regardent des indicateurs. Il ne faut pas s'arrêter là quand l'indicateur il passe du vert au rouge. Normalement, il y a un truc à faire. Sur la prévision, c'est pareil. Si je vous dis, le gars, il paye pas, il y a un problème, il y a une action. S'il n'y a pas d'action, tout ce que vous avez fait avant, ça ne sert à rien. C'est un peu évident de dire ça, mais il y a quand même beaucoup de projets où ça ne va pas jusqu'au bout, et c'est quand même extrêmement dommage. Enfin, bref, du coup, vous l'avez compris quand même, il y a beaucoup de problématiques liées à ce type de use case. Hein. Déjà, il faut les experts, data engineer, data scientist, DevOps, pour passer les modèles en prod. C'est des gens qui ont normalement des compétences très fortes, et aujourd'hui sur le marché, il y a une vraie pénurie. Donc s'il y en a parmi vous qui sont en train de se former pour un data scientist, c'est un très bon choix, je pense. Et en plus, quand on les acquiert, il faut aussi les fidéliser pour les entreprises. C'est un vrai challenge de recruter, ça prend du temps. Les gars, ils ont 3 mois à la rigueur pour venir s'ils sont en poste, et après, il faut quand même les tenir. Parce que quand il y a un concurrent qui va lui proposer 5 000 ou 10 000 euros de plus, il est vraiment très bon par an, c'est pas facile de garder ses talents. Donc il y a vraiment un challenge là-dessus. Ensuite, on l'a vu, il faut du temps. Grosso modo, c'est vraiment entre 3 mois, et encore, je suis gentil, hein, la plupart des projets, c'est 6 mois, 1 an avant d'arriver à quelque chose. Du coup, c'est un coût qui est derrière. Il faut des environnements de travail, et là, je m'adresse entre guillemets au grand groupe. Encore une fois, je viens d'EDF, donc j'ai bien vu comment ça marche.
avoir des serveurs à dispo avec les puissances nécessaires, avec éventuellement des cartes graphiques, si on veut faire des trucs avec des réseaux de neurones. C'est pas si facile que ça dans un grand groupe d'y avoir accès. Et des fois, il faut peut-être simplement attendre 6 mois avant que ça se passe. Donc le projet, déjà, il prend 6 mois dans la vue, le temps d'avoir juste les instances pour calculer. Et encore une fois, il faut vraiment passer en prod. Et le problème, c'est que j'ai pas les équipes data IT, elles ne se parlent pas. Et du coup, ça pose souvent problématique. Donc je vous invite, si vous faites des projets de data science dès le début, embarquez des gens de l'IT pour dire, voilà, à la fin, je vais vous livrer ça. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que ça s'intègre dans l'environnement ou pas? Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à un super risque de vous avez bossé un an pour rien. C'est un peu triste. Du coup, comment on fait ça? Bon, il y a plusieurs moyens de le faire, techniquement. Soit on le fait avec des langages de programmation, donc plutôt R et Python pour les gens de la data science. Alors, tips perso, Python c'est un peu on the rise quand même, moi je suis plutôt R, pas de bol. Mais dans la vraie vie, Python c'est un bon langage pour le faire. Il y a évidemment les langages legacy, surtout voilà, les C++, les Java parlés par les gens de l'IT, qui permettent de faire du machine learning. En pratique, c'est pas ce qui est fait. En pratique, c'est 95% c'est là-dessus, vraiment. Ensuite, on a des frameworks. Donc des frameworks, c'est des ensembles de bibliothèques qui encapsulent déjà des fonctions préfaites. Par exemple, je prends scikit-learn, qui est la bibliothèque de machine learning pour Python. Tous les algos de machine learning open source, ils sont déjà là-dedans quasiment. Donc, c'est pas à vous de développer les algorithmes, c'est à vous de les implémenter. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, connaître leurs prérequis et faire envoyer les datas dans les algos. Pareil pour H2O qui fait ce genre de choses, pareil pour Spark, et là c'est des TensorFlow et Keras qui sont plutôt des frameworks dédiés à Deep Learning. Donc il y en a un peu pour toutes les sauces. Et il y a des outils comme Prévision, mais en fait on va le voir juste après, qui permettent d'automatiser une grosse partie de la chaîne de valeur. Donc, le ML automatisé, je reprends mon dessin de tout à l'heure, il y avait toutes les étapes d'un projet de data science. Nous, ce qu'on propose en fait à Prévision, et c'était ça vraiment la création de la boîte, on s'est dit, quoi qu'on fasse comme use case, que ce soit de la prévision d'électricité pour la France, que ce soit, j'en parlais du churn ou de la détection de fraude, l'implémentation technique en fait qui répond à ces problématiques métiers différentes, c'est souvent la même. Ça peut paraître assez marrant de dire ça, surtout de dire au métier, vous inquiétez pas, quoi qu'on parle, entre guillemets, je sais faire. Parce que la machine, de toute façon, ne comprend pas ce que c'est un sexe, elle ne comprend pas ce que c'est un âge, c'est juste une histoire de variable. Donc la différence entre les use cases, elle se fait sur les datas et pas forcément sur la réponse algorithmique qu'on met en place derrière. Donc l'idée, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va garder les sources de données en amont, parce que elles sont bien en amont. On va garder en aval les tableaux, ClickView, tous les trucs de reporting sur lesquels on envoie les données. Mais par contre, tout ce qui est au milieu, tout ce qui va être donc feature engineering, comment gère mes données manquantes, j'ai du texte, waouh, qu'est-ce que je fais, et ainsi de suite, il est fait par la plateforme. La recherche d'algorithmes et la validation de la performance, elle est faite par la plateforme. Donc c'est-à-dire, on va le voir après, qu'il y a plein d'algos qui sont encapsulés dans Prévision et qui sont systématiquement testés par l'outil. Et donc là, on va gagner un temps fou. Au lieu que les data scientists se disent, je vais tester tel algo, puis tel algo, et qu'à chaque fois, ils prennent 2 semaines entre chaque algo, et c'est normal, parce qu'il faut quand même du temps. Là, on le fait en quelques heures. Et surtout, le point assez important, c'est ça. C'est que nous, on garantit derrière qu'il y a des API qui permettent d'interroger le modèle. Donc, ils sont déjà en production. Et là, on bypass totalement le problème de j'ai de l'IT qui fait du Java et qui n'aime pas du tout le R, comment je fais, et ainsi de suite. Donc, vraiment, en utilisant ce genre d'outils, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet déjà d'améliorer la productivité des équipes de data science. Ils vont aller beaucoup plus vite pour itérer, et ils vont surtout du coup itérer sur la data en amont. Ils vont se dire, vu que j'ai un pipe qui me garantit la modélisation, qu'est-ce qui se passe si je rajoute cette nouvelle variable? Qu'est-ce qui se passe si j'en enlève? Qu'est-ce qui se passe si je la traite différemment, ainsi de suite? Du coup, ils vont aller beaucoup plus vite, au lieu d'à chaque fois refaire, alors si je rajoute cette variable, est-ce que je change mon modèle? Est-ce que je fais... qui est très chronophage, ils vont vraiment beaucoup plus vite. Nous, derrière, on a des modèles qui sont puissants et aussi interprétables. Ça, c'est un truc super marrant. Quand on fait du machine learning, les gens disent « Putain, c'est black box, je comprends rien à ce qui se passe, et le modèle, il se crée tout seul. » Et ils sont très complexes. Quand on fait un réseau de neurones, c'est pas un mythe, c'est vraiment quasiment inexplicable. Le modèle est quasiment inexplicable. En revanche, la décision peut l'être. Et pour le métier, là, c'est un paradigme vraiment important, je pense, à comprendre. Pour le métier, c'est super intéressant de comprendre la décision de l'algo. C'est-à-dire, ce client, il paye pas la facture, ok, parce que ces algos-là, ils sont systématiquement challengés en fait dessus. Donc après, ils vont être triés par rapport à des critères de performance. Et on va même aller un peu plus loin, c'est choisir les hyperparamètres optimaux. Donc c'est des paramètres qui conditionnent les algorithmes. Par exemple, la profondeur d'un arbre peut avoir un impact sur la performance. Donc comment je trouve la bonne profondeur de l'arbre? Et nous, on le cherche pour vous. Donc on sélectionne les modèles de manière automatique et après on vous les expose. Donc vraiment, ça accélère le job. Et hormis le fait de faire
le pitch de prévision, gardez bien en tête que ça, nous on l'a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur le marché qui fait ce genre de choses, mais c'est automatisable et c'est automatisé. Donc je pense que connaître les algos, c'est très bien, savoir les implémenter, c'est très bien, mais la valeur du data scientist du futur, entre guillemets, ça ne sera pas de faire un truc qui est automatisé. C'est comme si on demandait aux comptables d'aujourd'hui de laisser tomber Excel, de reprendre les bouquins, les cahiers comptables d'il y a 50 ans et de tout faire à la main. La valeur, elle va être dans comprendre le besoin du métier, savoir le formaliser, savoir évidemment comprendre quand même la logique de performance, savoir si le modèle est bon, pas bon, et itérer là-dessus. Enfin, c'est vraiment un data scientist, c'est un espèce de consultant interne qui doit vraiment avoir une appétence pour ce qu'il fait. Pas forcément besoin de compétences au sens sachant, mais qui soit capable d'écoute, de compréhension et de formalisation. Ça, je pense que c'est extrêmement important comme type de compétence. Et puis, bon, très rapidement, pour notre fonctionnement, nous, on est capable de faire soit du cloud, soit du on-premise. Donc, on parlait tout à l'heure des problématiques de création d'instances dans une entreprise. Ça se pose plus du tout. Enfin, en à peu près 30 secondes, on est capable de déployer des environnements de calcul. On a des API qui permettent de faire des prédictions, soit unitaires, soit par batch, de refaire des entraînements. On fournit aussi des packages Python et R pour interagir les prévisions dans son code. Si on souhaite coder, par exemple faire des transformations custom et dire au bout d'un moment « Hey, je vais faire un entraînement ou une prédiction avec prévision », prévision.train, et c'est fini. Vraiment, accélérer le data scientist, c'est vraiment une proposition de valeur très forte pour nous.